Des pauses de tout le monde. OK. J'étais dans le musée. Tu dis que nous devons construire un nouveau cadre d'expérience pour les enfants. Comment appliquer cela concrètement? Alors, je répète, je dis que nous devrions construire un nouveau cadre d'expérience pour les enfants. Comment appliquer cela concrètement? Qu'est-ce qu'un cadre d'évolution? Le cadre d'évolution, c'est un écosystème, c'est disons, un endroit, une condition qui contient un événement et un endroit. Et dans lequel va évoluer une personne, va évoluer une plante, va évoluer un arbre, un animal, un papillon, n'importe quoi. Alors, ce qui fait que le cadre d'évolution du poisson nécessite de l'eau, d'autres petits poissons ou du plancton, quelques plantes, de l'oxygène dans l'eau, un peu de clarté pour certains types de poissons. Et si on altère quelque chose dans tout cela, notre poisson en souffre. Et si le poisson en meurt, on l'a trop altéré. Le cadre d'évolution chez l'homme, qu'est-ce que c'est? Premièrement, l'homme vit en relation avec d'autres humains. Donc, les autres humains font partie du cadre d'évolution. Il y aura un échange. Évidemment, l'être humain s'exprime avant tout dans une corporalité animale. Donc, il a lui aussi besoin d'eau, pas autant que le poisson, de nourriture et d'air. Et selon, évidemment, la nature de cette eau, nourriture et air, il y aura des altérations dans le corps physique, ce qui peut amener aussi une altération dans l'évolution. Les personnes qui sont trop fatiguées ou qui sont facilement, non pas influençables, mais qui s'excitent à rien, des personnes qui sont extrêmement nerveuses, qu'on énerve à rien, c'est des personnes qui peuvent avoir des problèmes physiques, il y a des problèmes pathologiques très particuliers qui peuvent transformer radicalement la psychologie d'une personne. Donc, cet écosystème physique est important. Le cadre d'évolution, les humains, l'air, la nourriture, le linge, la vestimentation, nos maisons, qui, soit dit en passant, dégagent des ondes de forme, c'est-à-dire que chaque forme, chaque objet dégage une forme, comme le nom dégage une forme, comme les couleurs influencent la psychologie, et en ésotérisme, on appelle cela des ondes de forme. Des ondes qui sont émises par une forme. Les maisons, par exemple, on a des maisons qui sont relativement carrées, tout le monde le sait. Et puis, l'énergie dégagée par la forme carrée tend à amener, à assujettir l'homme à être conservateur, à être matérialiste. Et à être, donc, s'il est matérialiste, à être craintif de perdre sa matière. Ce qui, évidemment, l'amène à voler, à ramasser de l'argent, à entrer en guerre pour posséder, etc. Et on a d'autres formes d'ondes de forme, d'autres formes qui émettent des ondes particulières, qui pacifient l'homme, c'est-à-dire qui éliminent chez l'homme le désir psychologique de récolter de la matière, simplement pour se sécuriser. Cet homme peut, par certaines autres formes d'ondes, être enclin à être plus intelligent avec la matière, c'est-à-dire à comprendre qu'une chose apparaît et qu'elle s'en va, et qu'on n'a pas besoin de déjà avoir peur qu'elle disparaisse à l'instant même où on l'a, ce qui est le cas chez la majorité des êtres humains. Et cette onde de forme, ça peut être une forme comme un dôme, comme on a sur les oratoires d'église, comme on a un peu partout où les êtres vont pour se faire pacifier. Et quand ils retournent chez eux, ils ont leur forme habituelle. Donc, le cadre d'évolution, c'est aussi la forme, les couleurs de la chambre de l'enfant, la forme de son lit, la forme de la maison, ce qu'il pourra atteindre et ce qu'il ne pourra pas atteindre, la vision qu'il a. Les ondes de forme, de par sa position, selon sa hauteur, sont différentes, évidemment, de la vision d'un adulte. Alors, il y a plusieurs choses. Le cadre d'évolution, c'est aussi ce qui va permettre aux événements de se présenter dans sa vie. Le viol, le meurtre, les batailles de rue, la drogue, la boisson, les chicanes entre ses parents. Ce qui, pour lui, vu qu'on l'a instruit comme ça, c'est une chicane entre deux êtres qui, normalement, ne devraient pas se chicaner. Mon père, ma mère. Les amis se chicanent, pas les parents. Alors donc, il va en souffrir, c'est le cadre d'évolution. Tout son système d'éducation, c'est le cadre d'évolution, dont une partie, disons 1/10 est faite à la maison, le reste à l'extérieur, mais c'est le cadre d'évolution.
L'éducation peut être matérielle, elle peut être biologique, elle peut être physique, elle peut être sexuelle, elle peut être philosophique, elle peut être morale, elle peut être religieuse, elle peut être scientifique, il y a plusieurs formes d'éducation qui se relient. Et tout ça, c'est le cadre d'évolution. Alors, comment changer le cadre d'évolution pour... Pourquoi? Avant de penser à changer un cadre d'évolution, il faut savoir pourquoi. Si vous vous demandez comment changer un cadre d'évolution, parce que vous recherchez un cadre qui vous permettrait d'assujettir un peu plus votre enfant à vos lignées d'évolution, vous faites fausse route. Il faut connaître l'évolution avant, il faut savoir c'est quoi l'évolution. On ne change pas un cadre comme on le fait depuis quelques 3 ou 4 000 ans, simplement parce qu'on a une idéologie de ce que devrait être l'évolution. On a une idéologie de ce que devrait être le surhomme, de ce que devrait être l'homme, de ce que devrait être l'animal humain, ce que l'on veut. Alors, on a des religions ici, des organisations pour la conscience de je sais plus qui s'évertuent à faire en sorte que la femme serve l'homme. Et si la femme sert suffisamment bien l'homme, elle aura peut-être des chances, dans sa prochaine vie, de se réincarner dans le corps d'un homme. Et là, elle peut être sauvée. C'est un cadre d'évolution. Et ça existe à Montréal, ça existe un peu partout ailleurs aussi. Et c'est un cadre d'évolution. Maintenant, pourquoi changer le cadre d'évolution? Pour que nos enfants soient plus beaux, plus fins? Pour qu'ils se décrottent plus le nez en public? On rit, mais pourquoi? Si on ne comprend pas ce qu'est l'évolution, ce qu'est votre évolution, ce qui va vous dire pourquoi changer le cadre d'évolution des enfants. Pas pour aider les enfants. Non. Vous ne pouvez pas aider personne. Vous pouvez travailler en collaboration avec d'autres, et si la collaboration va bien, vous allez en tirer un parti, et l'autre va en tirer un parti. Si vous en retirez pas quelque chose, vous vous faites têter votre énergie, on abuse de vous, et vous allez perdre les possibilités que vous avez, puis tous ceux que vous aurez pu avoir, vous les rencontrerez jamais, parce que vous fonctionnez de façon à ne jamais les rencontrer, vous fonctionnez de façon à servir tout le monde, jusqu'à temps que vous puissiez plus servir, que vous soyez à plat complètement, dépressif puis écœuré. Les personnes parmi vous aussi, certains qui ne sont pas capables de dire non quand on leur demande quelque chose. Il y en a qui pensent que c'est une bonne qualité. Cherchez bien comment c'est un maudit péché, un maudit défaut. Comment vous faites ramasser tout le temps par ça. Lorsque c'est intelligent de dire oui, on dit oui. Lorsque c'est intelligent de dire non, on dit non. Et on ne va pas créer un cadre d'évolution pour les enfants pour aider les enfants. Parce que c'est vous qui allez devoir bâtir quelque chose, puis c'est vous qui allez en bâtir. On doit bâtir un cadre d'évolution dans lequel les enfants vont pouvoir circuler en tant qu'enfants, et dans lequel les adolescents vont pouvoir circuler en tant qu'adolescents, et dans lequel les adultes vont pouvoir circuler en tant qu'adultes. Je ne sais pas si vous connaissez les commandements donnés par l'adulte à l'enfance. Tu es né de ton père et de ta mère, et parce qu'ils t'ont donné la vie, tu devras les respecter. Tu respireras l'air qu'on t'allouera, et tu n'auras pas le droit d'en exiger la pureté. Tu ne devras pas connaître ton corps ni jouer avec ton corps tant que tu ne seras pas admis dans le monde des adultes. Et après seulement, tu pourras faire ce que tu voudras. Vous ne connaissez pas les commandements donnés à l'enfance. Et on peut étudier la société, et on peut étudier les parents, et ce n'est pas de votre faute. Il y en a 12. Il y en avait 10, mais on est rendu à 12. Commandements à l'enfance. Ces commandements, ça va totalement à l'opposé de ce que l'homme veut faire avec ses enfants. Mais c'est exactement ce que l'homme fait avec l'enfant. Et si un jour un adulte, 12e commandement, trahit l'un des commandements à l'enfance, il sera banni du monde des adultes. Il ne fait pas comme tout le monde. Ils ne sont pas responsables. Et après étude par les adultes, on verra si à un moment donné, il peut réintégrer le monde des adultes. On va revenir sur ces commandements. Il y en a 12. Et ils sont extrêmement
terrassant pour l'adulte qui se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas ce qu'il veut, mais c'est ce qu'il fait. Créer un cadre d'évolution pour les enfants, c'est une foutaise. Créer un cadre d'évolution pour vous, c'est une foutaise. Et créer un cadre d'évolution pour l'évolution, ça, c'est intelligent. On ne crée pas un cadre d'écologie pour planter un sapin. Parce que si on met des choses qui aident le sapin et que ces choses-là en meurent, il faut toujours en replanter. C'est pas brillant. C'est ce qu'on fait avec nos cadres, avec nos cadres d'évolution sociétaire, familiale, où on doit toujours entretenir la relation, entretenir la sécurité, entretenir l'échange, entretenir tout le temps. Comme si notre évolution était matérielle, exactement comme la matière qui doit être entretenue, sinon elle rouille, elle pourrit, puis elle disparaît. Ben, c'est de même qu'on fonctionne. Tout ce qu'on a comme relation, c'est quelque chose qui doit non pas servir l'homme, mais qui a servi l'homme parce que l'homme doit l'entretenir. Et en échange de cet entretien, qu'est-ce que l'homme en retire? Un peu de sécurité. Rien de plus. Et pour ce peu de sécurité, on préfère rester dans un cadre d'évolution familiale, s'engueuler avec la bonne femme ou avec le bonhomme, s'engueuler avec les enfants. Écoutez, il y a tellement de mécanismes qui fait que vous payez durement votre peu de sécurité. Il faut transformer le cadre d'évolution, pas celui des enfants. Le cadre d'évolution. Et étant donné qu'on va travailler avec les enfants, et étant donné qu'on travaille avec les autres, ça s'applique aux autres. Et lorsque nous aurons la paix, c'est-à-dire que lorsque nous aurons un cadre qui permet une évolution meilleure, faudra simplement faire attention pour ne pas cristalliser ce nouveau cadre de façon à l'entretenir 100 ou 200 ans. Il devra changer. Il va falloir qu'on arrête d'évoluer en faisant des révolutions. Lorsqu'on est écœuré royalement de quelque chose, là, on brise la chose. Puis on en a bâti pendant 2 générations. Le cadre d'évolution. Comment pouvons-nous appliquer maintenant ce cadre d'évolution? Il y a plusieurs moyens. Mais le seul moyen, je pourrais vous en donner plein, qui sans doute flatterait votre ego, ou enfin qui donnerait une vision d'aboutissement de votre recherche de bien faire, de votre recherche spirituelle, de votre recherche de bons parents, de bons éducateurs, de n'importe quoi. Mais ce serait faux, c'est pas applicable. Pas applicable tout de suite. Applicable à un moment donné, mais pas tout de suite. Comme l'homme veut toujours appliquer tout de suite ce qui devrait s'appliquer dans 10 ans, ben il démolit tout de suite, il applique jamais rien. Alors donc, où on fait un travail qui va faire quelque chose, qui va changer quelque chose, à court et à long terme, donc à moyen terme, ou on s'illusionne de faire un travail qui va se répéter pendant 2000 ans, mais qui jamais va rien changer. Sauf entraîner de l'espoir, la pousser en avant. C'est juste ça qu'on fait. La solution était bonne. Tu la prends, tu la mets en avant, puis tu la pousses. Peut-être qu'un jour, on va la mettre en application. Un individu peut tout changer. Un peut tout changer. En voulez-vous des preuves? On peut parler du Nazaréen. On peut aussi parler de Gandhi. On peut parler de Thomas Jefferson. On peut parler du comte de Saint-Germain. On peut parler de Martin Luther King. On peut parler de John F. Kennedy. On peut parler de Pierre Elliott Trudeau. On peut parler de ben du monde. Ah, mais il s'est ramassé une gang. Oui, il était tout seul. Il s'est ramassé parce qu'il l'a fait. Mais si la gang se ramasse une gang au lieu d'avoir un gars qui ramasse une gang, c'est mauditement mieux. C'est pas parce que l'homme est seul et l'homme du Verseau, l'être nouveau, va devoir finir par se mettre dans la tête, c'est-à-dire, il va devoir finir par prendre conscience, par voir clair à un moment donné, qu'il est capable de faire quelque chose. Et un homme, une femme debout, c'est quelqu'un qui est capable de vivre avec les arguments des autres. C'est quelqu'un qui est capable d'analyser les arguments des autres, malgré les autres. C'est quelqu'un qui est capable d'accepter l'argument d'un autre s'il est intelligent et automatiquement de le pousser. Mais c'est surtout quelqu'un qui est capable de dire non aux arguments des autres si les arguments des autres n'ont pas de valeur pour lui, qui est capable même de se monter contre. Pour lui, pas pour les autres. Évidemment, il ne monte pas, il sort pas la hache pour taper sur ceux qui ont leurs arguments. Mais lui, il refuse d'être assujetti, d'être manipulé. Il ne se dit pas qu'est-ce que les autres vont penser de moi.
Les autres vont toujours penser quelque chose de moi qui ne sera jamais d'accord avec ce que j'aimerais qu'ils pensent de moi. Alors pourquoi m'assujettir à essayer de nourrir une bonne pensée de moi chez les autres? Ça ne sert à rien. Le cadre d'évolution, il commence chez soi. C'est-à-dire que vous commencez vous-même, selon vos possibilités d'intelligence, à ajuster immédiatement ce que vous pouvez faire pour vous. Mais vous ne pourrez pas vous empêcher de respirer de l'air pur tant qu'on va vous fournir de l'air pollué à respirer. Donc, votre cadre d'évolution, le cadre d'évolution des enfants, dépend de ce que vous allez faire pour transformer ce cadre d'évolution. On dit que la société, elle est un ensemble qui est formé par tout le monde. Alors imaginez, on parle d'imagination, imaginez pour le fun. C'est bon d'imaginer de temps en temps, ça nourrit l'astral, mais ça permet des choses plus tard. Une famille ou une société où chaque individu constitue la famille et où on privilégie l'individu qui constitue la famille, au lieu d'une société ou d'une famille qui privilégie ce qui est constitué par les individus. Alors, la famille, c'est important. Les individus qu'elle constitue. La société, c'est important. Le peuple qui la constitue. Qui, ça, le peuple? Ça n'existe pas, le peuple. La société existe. Alors, il va falloir à un moment donné que dans votre tête et dans la tête de plusieurs personnes, qu'on finisse par attacher de l'importance à l'individu qui constitue la société. Et la société, c'est le cadre d'évolution pour l'instant, donc on en a besoin. On ne met pas la société à terre. Elle est utile, mais elle est mal vue. Elle est plaisante, mais elle est mal utilisée. Alors on en souffre. Pourquoi? Parce que vous nourrissez la société, et la société ne vous nourrit presque pas. Elle vous donne ce qu'il vous faut pour que vous continuiez à la nourrir. Et cela a été bon, mais à un moment donné, c'est plus bon. Puis la famille, c'est la même affaire. L'enfant constitue la famille, et au nom de la famille, l'enfant doit rester assujetti. Mais si l'enfant est un individu seul, si vous êtes un individu seul, et vous êtes un élément de la famille, et que la famille, ça n'a pas d'importance comme telle, mais que l'élément a de l'importance, et que la famille, elle est utile, disons. Alors, on va travailler sur les individus. La société, c'est la même chose. La société, c'est une grosse famille qui contient plusieurs familles. Et on va travailler sur les individus, mais ça commence pas dans la tête de un ou de deux, et c'est pas de la philosophie. Il faut que ça devienne pratique. Il faut que vous sentiez à un moment donné que vous n'êtes pas des éléments d'un tout, mais que vous êtes des entités, des êtres qui, en votre absence, le tout ne peut pas exister. Alors, vous n'êtes pas banal, vous n'êtes pas vil, ni dans l'évolution planétaire, ni dans l'évolution sociétaire, ni dans l'évolution familiale. Vous devez d'être là, sinon il n'y a plus rien. Mais tant que vous l'ignorez, on peut faire n'importe quoi avec vous autres. Vous êtes bien convaincus que c'est ce que vous nourrissez qui vous permet d'être là. C'est pas vrai. C'est vous autres qui lui permettez d'être là. Puis après ça, ben l'homme, de toute façon, c'est toujours ce qu'il fait. Quand il crée quelque chose, il se met à genoux après pour l'adorer. Alors, on a créé des contextes, on a créé des cadres d'évolution auxquels maintenant on se met à genoux parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus s'en sortir. Alors, il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse de quoi, il faut qu'on jase. Et ça, c'est de la pratique pour transformer un cadre d'évolution. Il est évident que pour un enfant, dans la maison, on change des choses. On change des choses en fonction de permettre à l'enfant d'avoir des points de vue. Pas d'avoir vos points de vue, d'avoir des points de vue. Et pour qu'un enfant ait des points de vue, il faut que vous discutiez avec votre enfant, avec vos points de vue, en lui disant que c'est un point de vue, et que lui doit aussi vous amener des points de vue. On ne dit pas à l'enfant qu'il doit comprendre. On dit à l'enfant, essaie de m'astiner. Et lorsque l'enfant essaie d'astiner, il amène ses points de vue. Et si vous avez raison, il va épuiser tous ses points de vue, puis il va dire, ben merde, c'est vrai, t'as raison. Mais lorsqu'on dit à l'enfant, non, tu dois me comprendre. Arrive à écouter, écoute. Fie-toi à mon expérience. Fie-toi. Toi, t'es cave, t'es niaiseux, t'es imbécile, t'es pas capable de rien faire. Moi, j'ai tout fait. Fie-toi à mon expérience. Comprends ce que je te dis. Quand vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre. Puis quand vous comprenez, vous comprenez. Alors pourquoi essayer de forcer quelqu'un à comprendre? Tant qu'il ne peut pas, il ne comprend pas, puis quand il peut, il peut. Alors ça ne vaut pas la peine de mettre de l'énergie pour le faire comprendre.
Par contre, demandez-lui donc de vous astiner. Parce qu'à un moment donné, et c'est un travail qui est intéressant. Vous le savez, vos enfants aiment ça, vous astiner. Alors, prenez aussi, vous aussi, l'habitude d'astiner d'une manière intelligente. Asseyez-vous convenablement et discutez en astinant. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que si vous avez fait des erreurs, puis si vous vous trompez, ils vont vous enseigner. Puis si eux se trompent, ils vont accepter que vous les enseignez. Parce qu'ils vont mettre à bout tout leur point de vue, qui fondamentalement, en eux, leur fait penser que c'est pas vrai ce que vous dites, que c'est pas vrai ce qui se passe. Mais quand ils ont tout sorti ça en parole, ils l'ont entendu. Ce qui se cachait dans le fond d'eux autres, puis qui leur donnait l'impression qu'ils savaient. Puis quand ils l'ont entendu, parce qu'ils sont mentales, pensez pas qu'ils sont caves, ils vont faker d'être caves, parce qu'ils sont plus intelligents. Mais à un moment donné, ça ne marchera plus. Puis quand ils vont avoir tout sorti ce qu'ils ont à dire, si vous avez raison, vous allez toujours avoir raison. Mais si vous avez tort, mais soyez vous êtes aussi suffisamment intelligent, suffisamment enfant pour apprendre. Et ça, c'est le début du changement du cadre d'évolution. C'est la relation qu'on a. Pas qu'on s'astine pour savoir qui c'est qui a raison. Soyez plus adulte que l'enfant. Vous avez plus d'expérience. Souvent, on s'en vante. Parfait. Profitez-en. Sachez que vous avez changé de point de vue combien de fois dans votre vie. C'est ça que vous appelez l'expérience. Puis au nom de tous vos changements de point de vue, vous voulez dire à l'enfant de plus changer de point de vue. C'est ça qui est votre expérience. Alors donc, on essaie simplement de... Non, j'ai un point de vue à t'amener, j'aimerais ça que tu me le démolisses. Au début, il va en profiter. Ils ne sont pas intelligents. Mais à un moment donné, soyez patient. Il va finir par démolir. Puis après ça, vous raisonnez, il va finir par plus vouloir vous parler parce que vous raisonnez trop. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte que vous démolissez ce qu'il essaie de vous amener. Mais c'est pas grave. Parce qu'en dedans de lui, il travaille. Tout ce qu'il va savoir, c'est qu'il ne peut plus vous manipuler. Mais il va savoir quand même que vous avez raison. C'est pas important que vous ayez raison. C'est pas important, ça, vous ayez raison. L'important, c'est que lui va être un homme debout qui va former un jour le cadre d'évolution dans lequel vous allez patauger, puis qui va vous permettre maintenant de vous aider. C'est pas pour ça non plus qu'on le fait. On le fait parce que c'est intelligent que l'humanité évolue. C'est pour ça qu'on le fait. Ça va-tu, Daniel, jusqu'à dire qu'en faisant fondre la famille, tu fais fondre un intermédiaire, donc le contact se fait direct avec l'individu? C'est-à-dire que la famille, c'est une identification très privilégiée, très particulière d'un ensemble d'individus qui savent pas qu'ils sont tout seuls, qui pensent qu'ils sont une gang, puis en gang, ils sont plus forts. La famille crée un contexte de clan, le clan ou la famille crée un contexte de nation. Et la nation a un drapeau, la nation s'identifie à ça, la nation veut rien savoir des autres. Et l'individu dans la nation, dans la société, devient plus rien. C'est en gang qu'on est fort, donc on se bat au nom du drapeau, on se bat au nom de ce que tu voudras, au nom du nom. Et lorsqu'on s'assemble un peu plus, on crée des organisations de traités. Tu as le parc de Varsovie, tu as l'OTAN, tu as plusieurs choses dans le genre, où on se sent encore plus sécure. Et on s'identifie chez nous, parce qu'on dit qu'eux autres, c'est dehors, pas nous autres. Alors donc, cette famille, lorsque tu la dissous, qu'est-ce que tu dissous? Ben, tu dissous simplement l'endroit dans lequel la gang s'identifie, dans lequel la gang se dissout. Lorsque la famille est forte, les individus sont faibles. Lorsque la famille est dissoute, les individus sont forts. C'est sûr que tu n'as pas une nation, tu n'as pas un peuple qui peut envahir un autre quand les familles sont toutes démolies. C'est évident, parce que chaque individu maintenant est en phase d'évolution individuelle, il se conscientise seul, et c'est dur le temps que ça se fait, ça a l'air d'un foutu bordel comme on a au Québec. Tu peux te faire envahir, mais tu vas voir que c'est des Vikings. Ça se dissout-tu plus vite au Québec qu'ailleurs? Oui. Ça se dissout extrêmement vite au Québec et présentement, on met tout en œuvre pour essayer d'empêcher l'hémorragie familiale, parce qu'on ne voit pas l'utilité de cette hémorragie, parce qu'on ne voit pas ce qui va se passer. C'est sûr que cette hémorragie familiale envoie nos enfants et les individus, les hommes et les femmes, promener un peu partout dans des cadres compliqués et durs. Ça va de soi. Mais plus la famille va se dissoudre rapidement, la famille sanguine, évidemment. Et donc, la famille qui oblige l'attraction, celle qui veut conserver le monde, plus elle va se dissoudre rapidement, plus les individus vont se sentir libres, et lorsque tu es libre, tu es prêt à avoir des relations avec d'autres êtres libres. Mais lorsque tu es pogné, tu cherches rien qu'à te libérer. Fait que parle pas de relation. Va voir un esclave ou va voir simplement une personne qui vit en Pologne, qui essaie de se libérer, va voir Lech Walesa, puis demande-lui si on ne pourrait pas discuter de pollution. Il est prêt à polluer en maudit, lui, avant de discuter de pollution. Il veut se libérer.
La famille ne doit plus être un carcan d'évolution qui maintient la tête de tous les membres de la famille de façon à ce que la famille évolue, mais pas les individus. Si toi, t'évolues, il faut que moi, j'évolue. Fait que si toi, t'es mon frère, puis t'as de l'argent, puis tu travailles, tu te dois de m'en donner. Fait que tant que tu m'en donnes, moi, je fais rien, moi, je suis bien. Non. Moi, je travaille, moi, je suis ton frère, moi, je suis millionnaire, toi, t'es sur le bien-être social, puis tu vas rester là. C'est normal, je suis pas un cochon. Je suis intelligent. C'est pas en te donnant de l'argent que tu vas apprendre à faire de quoi. On est élevé dans le même cadre d'évolution. Vie. Et lorsque tu as un enfant qui a de la misère, qui fonctionne mal, il va apprendre. Mais présentement, on a un cadre extérieur qui nous nuit. Un cadre qui, pendant longtemps, a banni l'ésotérisme en public. Un cadre qui, pendant longtemps, a banni les conférences de moralité. Un cadre qui, pendant longtemps, a fait que seules les femmes sortaient, que seules les femmes s'intéressaient au tarot, que seules les femmes allaient se faire tirer aux cartes, que seules les femmes s'intéressaient à l'évolution. Pas les hommes. Un cadre qui change. Un cadre où maintenant, on a presque autant d'hommes que de femmes. Un cadre où la femme cesse de vouloir se libérer pour qu'elle commence à vivre sa liberté. Bon. On a des cadres qui changent parce qu'il s'est passé de quoi. Mais il est temps que ça se passe encore plus parce qu'il faut que ça change encore plus parce que c'est pas correct. Ça accélérera pas, je vous le répète, on n'accélérera pas l'évolution de la collectivité. C'est simplement de cesser de souffrir pendant l'évolution de la collectivité. Ça va se changer, veut pas. Pas une raison de souffrir pendant que ça change. Alors, si nous, on se prépare, on n'accélère rien. On rend ça tout plus facile. C'est tout. Puis c'est plus agréable quand c'est plus facile, ça glisse mieux. Désirer avoir un enfant pour l'expérience de la grossesse et de la mise au monde d'un nouvel être, et non pas pour fonder une famille et contrôler quelqu'un, ne me semble pas en contradiction avec ce qui a été dit. Cependant, comment discerner s'il s'agit d'un désir égoïste et vain ou d'une aspiration compatible avec un processus de conscientisation? C'est facile, c'est facile. Retarde ça de 10 ans, puis tu vas le savoir. C'est vrai. Si vous n'êtes pas capable, vous en avez besoin. Si vous en avez besoin, c'est égoïque. Mais c'est pas parce que c'est égoïque que c'est mauvais. Vous pouvez être dans un état énergétique qui va permettre mauditement plus de choses. C'est pas parce que c'est égoïque qu'on ne veut pas avoir d'enfants. Mais si vous voulez savoir si c'est égoïque ou non, ben c'est simple, remettez-le, ayez-en pas. Puis si vous manque de quoi, si ça vous fait souffrir, c'est parce que c'est égoïque. Mais comme je vous dis, c'est pas grave. Il en faut de toute façon encore des enfants, hein? Il y en a moins, c'est sûr. Le cadre est difficile. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'on va arrêter à un moment donné de tout faire ce qui doit être fait que ça va régler quelque chose. Si vous comprenez que le fait de vouloir avoir un enfant pour se complaire dans ce qui nous a manqué, pas le minoucher qui a arraché, changer ses couches, puis sentir là-dedans, là. Parce qu'on veut jouer avec, parce qu'on a besoin de quelque chose qui, à un moment donné, va grandir puis qui va vous échapper, vous allez souffrir. Si, à un moment donné, on se rend compte que c'est pour ça, ça n'empêche pas l'être humain de vouloir avoir des enfants quand même. Sauf que même s'il en a besoin d'un, c'est pas mauvais. Laissez aussi le temps vous transformer. Il faut aussi que vous vous adaptiez. On parle. De temps en temps, on parle de certaines choses qu'il faut mettre en application. Mais à l'autre moment donné, on parle de certaines choses qu'il va falloir plus tard mettre en application. Mais laissez-vous le temps aussi de vous adapter. Prenez pas trop de temps. Soyez pas trop patient. Mais courez pas après. Ça vient. Présentement, on en parle. Il y a des choses qui sont faisables, qui sont possibles. Il faut le faire. Commençons à le faire. Mais le fait que vous voulez avoir un enfant, ben, ayez-en un si ça vous plaît. Mais soyez simplement attentif à essayer de le libérer. Parce que si vous le libérez, c'est vous que vous allez libérer. Donc, c'est une très bonne expérience. Mais pourquoi voudriez-vous avoir un enfant autrement? Parce que vous voulez en avoir un. Alors, c'est tout à fait normal que l'homme désire avoir et que la femme désire avoir des enfants de temps en temps. Sinon, c'est des accidents. Lorsque l'on comprend clairement l'utilité de l'enfantement, alors, comme je vous ai dit, on peut se référer à la conférence que j'avais faite sur la conception de l'enfant ou sur l'éducation dans l'ère du Verseau. Mais ce n'est pas un critère de dire bon, là, j'en veux plus d'enfants, alors c'est le temps. Non, c'est peut-être moins que le temps. Par contre, si la personne elle est capable de bien observer son cadre d'évolution et de bien comprendre qu'est-ce que c'est un enfant.
Un enfant, ce n'est pas une continuité. Cela a été tant que c'était sanguin. Un enfant, c'était la continuité de votre évolution, la continuité de vous-même. Jusqu'à un certain temps où il s'en détachait. Et c'était dur, parce que la famille l'empêchait. Un enfant, maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est un corps physique qui va, parce que la génétique de l'homme et de la femme qui l'enfante, qui va, par cette génétique, être plus puissant pour pouvoir recevoir des énergies qui ne relèvent plus de l'astral planétaire, mais qui relèvent de, disons, l'astral galactique ou de l'énergie supramentale. Cela veut dire qu'à la naissance, l'enfant a plus de possibilités de capter l'énergie. Vous en avez maintenant. Mais lui, à la naissance, il en a plus que vous en aviez à votre naissance. Et automatiquement, il se détache aussi du cadre d'évolution planétaire. Donc, il se désassujettit de la famille, de tous les mécanismes d'évolution collectifs ou organisés pour devenir lui. Ça, c'est un enfant. Qu'est-ce que c'est un enfant? C'est un bout de chair humaine tout petit qui possède une forme particulière qui dégage une onde de forme qui attendrit les adultes. Et lorsque cet enfant se doit de se dégager de la tendresse des adultes, sa forme change de façon à répulser les adultes, c'est-à-dire que tout le monde, tous les adultes ne sont plus attendris par l'enfant. Et c'est pour ça que sa gorge change, que sa voix change, que son nez change, que ses sourcils changent, que tout change. Comme le petit chien qu'on aime bien, à un moment donné, il s'est rendu un gros chien, puis on aimerait avoir un petit chiot. Les enfants, les petits, c'est le fun. Parce que ça vient jouer dans notre psychologie, parce qu'on est trop dangereux, on pourrait en massacrer. On en massacre pareil. Bon. Des guerres. Puis maintenant. Aujourd'hui, disons que c'est moins pire, mais quand même. Alors, ce qui fait qu'un enfant, ce n'est pas une poursuite de votre évolution, il ne vous appartient pas. C'est vous donner la possibilité à un corps de chair d'être constitué pour recevoir des énergies supérieures. Et tant que ce corps de chair n'a pas fini sa constitution biologique, c'est-à-dire tant que sa programmation neurologique n'est pas terminée, donc jusqu'à l'âge de 12 aller jusqu'à 18 ans, tant que cela n'est pas fait, dans le cadre d'évolution qui nous intéresse, vous avez mauditement à apprendre d'être en contact avec ces êtres en évolution. Donc, vous pouvez les éduquer. Éduquer ne veut pas dire donner une forme. Éduquer voudrait devoir dire laisser libre en essayant de préserver la vie. Ça s'arrête là. Cela veut dire que vous n'avez plus grand-chose à faire en tant que parent, mais vous avez à apprendre de ces enfants. Donc, vous avez un dialogue à entretenir, vous avez des échanges à faire, des destinations, vous avez plusieurs choses à faire, parce que vous avez à comprendre l'enfant. Comprendre l'enfant veut dire comprendre les mécanismes d'évolution de l'enfant. De voir avec quelle vitesse il change, avec quelle vitesse il vous disait oui, puis que maintenant il vous dit non. Avec quelle vitesse il vous déroute. Comprenez ça, puis vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe chez vous, puis vous allez finir par vous libérer de ces mécanismes d'assujettissement-là, parce que vous allez laisser votre enfant vous enseigner. C'est pas votre enfant qui va vous dire que les cornets à crème à glace sont meilleurs pour la santé. C'est pas ça qu'on veut dire quand on dit que l'enfant va vous apprendre. Puis si l'enfant joue avec n'importe qui puis qu'il se fait voler, c'est pas ça qu'il faut qu'il vous apprenne. C'est à vous de vivre puis de lui apprendre à plus se faire voler. Mais par contre, si vous lui montrez à avoir peur de tout le monde, vous le cristallisez dans une forme qui n'est pas sociale. Même si c'est en relation avec la société. L'enfant, c'est une forme de chair qui va maintenant recevoir une forme d'énergie supérieure. Cette énergie supérieure, certains en sont déjà en contact, l'énergie supramentale, elle baigne le Québec. La majorité des adultes vont se conscientiser, ils vont finir par voir clair. C'est pas une énergie qui, à un moment donné, va commencer à vous parler dans votre tête. C'est une énergie simplement qui va faire la différence entre vous, quand vous étiez jeune, et lorsqu'à un moment donné, vous avez commencé à comprendre des choses. Vous avez commencé à dire « Ouais, ben il est temps de me prendre en main. » C'est une énergie nouvelle qui vous habitait. Vous ne l'avez pas su, vous avez pensé que c'était vous. L'énergie supramentale qui va descendre chez l'homme, ça va être aussi vous. Mais vous allez voir plus clair. C'est ça qui est la différence. Puis vos enfants sont eux autres qui vont être plus clairs. Pas tout à fait encore. Ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour exprimer. Donc, on les aide. On les aide parce qu'on a besoin d'eux autres. Oui. Même ceux qui les aiment parce que ça leur apporte quelque chose.
Alors, l'enfant, qu'on en ait un parce qu'on en veut un, ça n'a aucune importance. On essaie simplement de le garder libre. Libre ne veut pas dire qu'il se promène à poil à 6 ans dans la rue, qu'il va se baigner pas de maillot de bain dans une piscine publique, parce qu'il ne sera pas libre. Vous allez voir la gang qui va l'entourer. Il ne sera pas libre. On a un écosystème dans lequel l'enfant évolue. L'enfant va donc devoir apprendre à vivre dedans. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à l'enfant qu'un tel, c'est pas correct. Toi, si tu fais ça, t'es correct. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que lui le découvre. Mais il faut lui donner des possibilités de le découvrir. Donc, il faut aussi que les adultes se découvrent. Il faut que les adultes expérimentent des moyens. Qu'est-ce que c'est le cadre d'évolution? Il y en a qui restent chez eux puis qui déménagent tous les 10 ans. Ils déménagent dans le bloc d'en face, dans le logement d'en dessous, dans le 3e étage à côté. Ils reviennent dans leur ancien logement puis ils se vantent d'avoir jamais quitté leur quartier. C'est un cadre d'évolution particulier. Il y en a d'autres qui ont un cadre d'évolution où ils vont en Arabie, en Égypte, ils vont aux États-Unis. Il y en a qui le font sur le pouce. C'est pas un critère d'argent, c'est un critère de le faire. Il y en a qui le font de l'argent, parfait. Il y en a qui déménagent tous les 6 mois, tous les mois, tous les années. Il y en a qui changent de femme comme ils changent de chemise. Il y a plusieurs cadres d'évolution. Mais l'enfant, si on le garde dans un milieu où, comme les grands gourous font, n'allez pas nulle part ailleurs, restez ici. Les autres, c'est Satan. Bon, parfait. Quand on éduque un enfant en le gardant chez soi comme ça, en lui disant que les cannes nudistes, c'est yark, en lui disant que les animaux, c'est dangereux, ou ben non, c'est bien fin, en lui disant un paquet de bêtises, mais en l'amenant jamais là, bien évidemment, on fait la même chose. Le cadre est restreint. Comment changer le cadre d'évolution? Il y en a plein de cadres d'évolution. Comment se donc sortir pour voyager, puis amener vos enfants avec vous autres. Ils nuisent pas. On va dans un gros party, ils vont s'ennuyer. Laissez-les donc s'ennuyer. Après ça, ils vont dire, je ne veux pas y aller. Parfait, mais ils vont l'avoir vécu. On vit pour eux autres. Parce qu'eux autres, c'est nous autres. Pour ça, on ne comprend pas qu'ils ne comprennent pas. Et c'est normal. Vu qu'eux autres, c'est vous autres, vous ne comprenez pas pourquoi ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, vous ne comprenez pas. Personne ne comprend. Peux-tu expliquer pourquoi à notre époque, il y a encore tellement d'enfants qui soient martyrisés? C'est drôle, pareil, j'imagine qu'on pose cette question en parlant des enfants qui régulièrement se font enlever et se font massacrer. Savez-vous combien d'enfants sont vendus sur le marché noir des pays développés? Savez-vous combien d'enfants meurent régulièrement de la faim? On le sait un peu à cause qu'on nous amène des belles photos, là. Celui-là qui est sa photo, faites-vous-en pas, ils l'ont sauvé. Je sais pas s'il y a eu sa ristourne publicitaire pour ce qu'il a fait, mais en tout cas, ils l'ont sauvé. Alors, on s'attriste d'avoir un enfant qui est sans doute bien gras, mais qui a été mince. Alors, donc, on se pose une question parce que les enfants qui sont martyrisés vous touchent. Mais tous ceux qui ne vous touchent pas, jamais on s'est posé de question. Notre société n'est pas supérieure aux antiques sociétés. Elle est supérieure mécaniquement, c'est-à-dire qu'elle est supérieure dans l'organisation. Elle est comme la Rome antique, elle est comme la Grèce, comme la Palestine l'était, elle est comme Babylone l'a été, elle est comme toutes ces grandes nations. Mais on a une supériorité dans la matière, dans l'industrie, dans la technologie, mais où elle est la supériorité dans l'être humain? L'être humain n'a jamais su conjuguer le verbe être. Ne pouvant conjuguer le verbe être, il s'est mis à conjuguer le verbe avoir. Dans cet avoir, il a découvert la sécurité. Dans cette sécurité, il a appris à conjuguer le verbe devenir. Mais en même temps, il a appris que tout ce qu'il avait disparaissait. Ce qui fait qu'il n'a pas conjugué ni le verbe devenir, très peu, surtout pas le verbe être, mais il a essayé d'avoir plus. Pour avoir suffisamment de bagages, de plus matière en avant de lui, pour qu'il puisse se dire, bon, là j'en ai pour 10 ans où je manquerai de rien. Maintenant, je peux conjuguer le verbe devenir. Ces sociétés matérielles ont évolué de par la parole de l'homme. Mais l'homme, dans la société, n'a pas évolué tellement. Il a évolué un peu par la force des choses, parce que la société lui obligeait d'évoluer. Lui fabriquait la société, lui transformait la société, et lui évoluait parce que la société retombait sa tête. Ça s'appelle ça un karma. Alors pourquoi y a-t-il tant d'enfants qui sont maganés, qui sont massacrés? On a déjà parlé un peu de ça, je ne me rappelle plus si c'est dans les 2 conférences que je vous ai déjà énoncées. Mais la majorité des personnes qui massacrent des enfants sont des personnes qui adorent les enfants.
d'un amour humain. Mais à un tel point que c'en est pathologique. La majorité des parents qui battent leurs enfants adorent leurs enfants, mais ne pouvant pas leur communiquer, ils sont tellement brimés qu'ils se maudissent eux-mêmes en battant leurs enfants. Parce qu'ils se projettent. Ils savent pas ce qu'ils font. Et dans nos sociétés, plus on va... Alors, c'est pas que les parents sont pires, c'est que les enfants sont pires. Ou mieux. Lorsque le père disait à sa fille, tu as 35 ans et je t'interdis de sortir avec cet homme-là, elle allait bien, elle sortait pas avec. Mais lorsque tu as 12 ans, je veux plus que tu sortes, elle sort pareil, tabac. Le cadre est resté le même, mais les enfants, l'humanité a évolué dans les clans successifs, dans l'hérédité, donc dans les enfants d'enfants. Eux ont évolué. Alors donc, maintenant, l'enfant, on n'est plus capable de lui dire, parce qu'avant, le père qui disait à sa fille de ne pas sortir, même si elle avait 25 ans, il l'aimait. Mais d'un amour restreint par le cadre d'évolution, par le cadre social. Mais il l'aimait autant que le parent qui dit, oui, sors, fais ce que tu veux. Chacun aime de la même façon que l'humain a toujours aimé. Il n'y a pas eu d'amélioration dans l'amour humain. On a toujours les mêmes guerres, les mêmes jalousies, la même chose. Il n'y a pas d'évolution dans l'amour humain. On ne peut pas aimer plus. Parce que si on aime plus, quand on déteste plus. C'est normal. C'est relié ensemble, cet amour humain. Qu'est-ce qui a changé? C'est les cadres d'expression de l'amour humain. Alors, au lieu de ramasser sa squaw et la tirer par les cheveux, on lui donne une rose. Quand elle veut plus de rose, c'est la même chose. Elle était contente de rester avec l'homme. Quand elle veut plus de rose, on lui achète un faux micro-ondes. Bon. Mais il vient un moment donné où cette femme, devient homme. Où cet homme devient femme. Pas tapette. Il y a une harmonie. Alors, on s'aime de la même façon, mais il n'y a plus moyen de le communiquer, cet maudit amour. Cet amour qui nous amène à souffrir. Il y a un autre genre d'énergie, d'attraction, un autre genre d'amour qui existe. Mais l'homme a tellement énergisé celui de sa psychologie qu'il en a oublié l'autre. Un amour qui va permettre justement cette relation entre les enfants, les femmes et les hommes, dans un respect qui ne sera pas forcé, dans un respect permis par l'intelligence. Cet amour, cette intelligence. Alors donc, pourquoi il y a tant de martyrisés? Il n'y en a pas tant. On en connaît plus parce qu'on a plus... C'est simplement, on a plus de médias d'information. On s'attendrait à... Avec toute la philosophie qui nous rentre dans la tête, avec toute cette belle société matérielle qui nous permet de faire un paquet de choses, qu'il n'y ait plus de martyrs. Imaginez-vous donc qu'il n'y aura plus de martyrs quand vous allez cesser de vous engueuler avec vos voisins. Quand vous allez cesser de vous engueuler entre vous autres. Parce que c'est pas la société matérielle. C'est pas parce que lorsque tu t'engueules avec ta femme ou avec ton mari, qu'il y a un mur de plexiglas qui sort dans le lit et qui vous coupe en deux, que c'est réglé. C'est pas parce qu'il y a une évolution dans la technologie qu'il y a une évolution dans l'être humain. C'est la même chose chez l'être humain. Alors donc, il y a encore des martyrs, il y a encore plusieurs choses, parce que premièrement, l'être humain s'éverse toujours à vouloir protéger l'enfant qui souffre et jamais l'enfant qui est en bonne santé. Et parce que l'être humain s'éverse toujours à vouloir protéger parce que lui en souffre quand d'autres en souffrent. Et non pas parce que c'est intelligent de faire de quoi. Alors donc, on veut protéger nos enfants parce qu'on a peur que le maniaque vienne piquer à un moment donné notre enfant. Ou parce que ça nous touche dans notre psychologie de voir ça. Mais on ne fait rien parce que c'est intelligent. Si on ne fait rien parce que c'est intelligent, on est obligé d'attendre que ça devienne tellement stupide ce qui se passe, que ça nous touche tellement que là, on fait quoi? Parce que si on aurait bâti nos sociétés de façon à ce que ça n'arrive pas, parce qu'il ne fallait pas que ça arrive, parce que c'est intelligent que ça n'arrive pas, ça ne serait pas arrivé. Mais vu qu'on y va pas par intelligence, on y va par émotion, par psychologie, et je ne blâme pas l'humanité de le faire, elle ne peut pas faire autrement. Par contre, il faut qu'on en parle, parce qu'il est temps qu'on fasse autrement. Alors, on attend que des enfants meurent dans la rue pour commencer à s'attrister. Quand on est suffisamment attristé, là, on pense à faire de quoi. Et c'est la même chose pour n'importe quoi. Quand est-ce que le parent veut régler les problèmes? Quand il y a des problèmes. Jamais avant. Et quand une chose est petite, c'est facile à maintenir ou à détruire. Alors donc, il faut régler les problèmes des enfants avant que les problèmes apparaissent. Cela ne veut pas dire que nous devons faire comme dans l'antique éducation, fermer les fenêtres, fermer les volets pour que l'enfant ne va pas dehors. C'est les problèmes des enfants, c'est vous qui les vivez, pas les enfants. Les enfants vivent vos problèmes, que vous les exprimez dans le face. Puis vous autres, vous vivez les problèmes de l'enfant. Donc, réglez donc les problèmes de l'enfant, c'est-à-dire réglez-vous vous autres. Et on n'aura plus de massacre, on n'aura plus rien. Mais présentement, je vous le répète, ce qui est important, c'est pas de s'occuper
du petit martyr de 5 ans ou de celui de 12 ans ou de celui de 15 ans ou de celui de 50 ans. Parce que l'enfant de 5 ans ou l'adulte de 45 ans vit le même martyr. C'est la même chose. Ce n'est pas parce que c'est un enfant que c'est différent. Parce que cet enfant-là, une fois adulte, il peut être n'importe quoi. Puis pourquoi vous l'aimez tant quand il est jeune, vous ne l'aimez plus quand il est adulte? Pensez bien à ça, mais c'est ridicule. Alors donc, on doit simplement s'occuper de créer un cadre social qui permette une sécurité, et pas avec la police, avec du monde dedans qui ont de l'allure. Présentement, occupez-vous de vos enfants qui sont en santé, des enfants des autres qui sont en santé, des enfants sur la rue qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux autres. Puis si vous en voyez un, évidemment, qui se fait martyriser, ben là, martyriser le martyriseur, ou appelez la police. Faites de quoi? Mais faites pas juste regretter que la société soit mauvaise. Parce que je le répète, chaque individu dans la société, c'est la société. Puis un peut faire bien des choses. Ceux qui se font martyriser, c'est normal. Notre société n'a pas changé l'homme. L'homme a changé la société. L'homme a transformé la société. L'homme s'est évertué à transformer l'extérieur, croyant que cet extérieur, en remerciement de l'énergie qu'il a mis dedans, viendrait un jour lui donner un cadre d'évolution parfait, une sécurité parfaite physiquement, de la nourriture parfaite, une société de loisirs, des enfants bien éduqués, une liberté totale, une morale parfaite. Ben oui, mais l'homme continue à toujours nourrir sa société en espoir que la société vienne en remerciement lui donner ça. Ça marche pas. La société, même si elle a l'air de quelque chose, elle n'existe pas. C'est chaque individu seul qui la constitue. Et lorsque l'individu seul pense qu'il est plus seul puis qu'il peut plus rien faire parce que c'est une gang, donc tu peux pas rien faire tout seul parce que tu es une gang, il faut que la gang embarque avec toi, là, il y a la société, et il n'y a pas d'évolution individuelle, il n'y a que d'évolution sociétaire. Et même si c'est complexe ce que je dis, ça n'empêche pas que vous devez commencer à vous occuper de ce qui vous entoure et si on peut faire de quoi, évidemment, pour que d'autres enfants ne se fassent pas violer, tant mieux. Des campagnes, ça va. Mais il faut penser bien gros que quand on éduque des enfants, il faut commencer par éduquer les éducateurs. Alors si pendant qu'on éduque les éducateurs, il y a des enfants qui doivent mourir, qu'ils meurent. C'est intelligent, c'est pas émotif, pas psychologique. Mais si vous aimez réellement les êtres humains comme moi je les aime, bien vous allez vous arranger pour que l'humanité vive. Pas pour sauver celui qui tombe dans un trou, la remettre debout, puis jamais éduquer les autres à éviter le trou. Mais j'ai pas le temps de les éduquer, il y en a toujours un qui va tomber. C'est ça. Pendant 3000 ans, il va y avoir quelqu'un là à côté du trou pour empêcher le monde de tomber dedans, parce qu'il n'y aura jamais personne qui aurait aimé suffisamment l'humanité, pas un à la fois, mais tous ensemble, pour dire que s'il y en a 3 ou 4 qui payent pour, pendant que je m'occupe pas du trou, moi éduquer la masse. Puis les quelques-uns qui tombent dans le trou, ben ils en tombent pareil tout le temps. Alors, ce qui fait qu'il dit, on travaille avec la masse, avec ceux qui sont en santé, et lorsque nous, on sera sécure et qu'on sera solide, là, ce sera le temps d'aller voir en gang ceux qui tombent dans les trous pour aller leur dire. Mais pour l'instant, il y en a plus qui tombent dans le trou qu'il y en a qui bloquent le trou. Fait que ceux qui bloquent le trou tombent souvent que les autres. Il faut faire attention à notre amour et à ce qu'on voit. Présentement, vous avez des enfants, c'est merveilleux, il n'y a rien à faire avec vos enfants, pas de problème, il y a des enfants qui ont besoin d'aide. Puis il y a plein d'organismes dans la société qui vous permettraient de vous occuper comme il faut des enfants. C'est pas ça qu'il faut faire, je suis d'accord. On parle d'éducation de la famille de l'an 2000 ou de la famille de demain. C'est une famille énergisée, énergétique. Vous vous entendez bien tout à l'heure, il y en a qui jasaient ensemble, qui se connaissaient pas, c'est une famille. Pas une famille dans laquelle il faut être assujetti. Pas une gang, pas un clan. Alors, si on aime se voir, on se voit souvent. Ce qui est important, simplement, c'est que vous n'ayez pas de famille matérielle, psychologique, qui fait qu'un tel rentre, puis vous lui adressez pas la parole. Ça ne fait pas partie de votre gang. Puis quand cette identification-là diminue, on arrive jusqu'au clan familial sanguin, qui fait que c'est pas mon enfant. Pourquoi qu'il mange chez moi? Puis je sais que la nourriture, elle coûte cher. Mais si vous commencez à vous libérer là-dedans, puis à faire certaines choses, puis à être brillant, bien, à un moment donné, il y a bien des choses qui vont changer dehors avec. Vous allez être libre quand ça va changer dehors aussi. Le travail d'évolution, il se fait chez vous. Vous devez comprendre seul. Mais vous devez travailler dans l'extérieur pour que les autres vous permettent de comprendre seul. Pas à coup de hache. Ils vont toujours être là. Alors, à un moment donné, on va être suffisamment nombreux, puis il n'y aura plus d'autres. Il
faut en arriver là, le travail il est là. C'est gros, c'est tout de suite, c'est très faisable. Complètement d'accord, les enfants n'appartiennent pas aux parents. Mais par curiosité, j'aimerais savoir si ce sont les enfants qui choisissent leurs parents ou ce sont les parents qui choisissent leurs enfants ou s'ils se choisissent mutuellement pour vivre ce qu'ils ont à vivre dans leur évolution. Si on parle de choisir par réincarnation, donc j'observe à un moment donné, puis quand je vois deux mecs qui ont l'air affûtés puis qui ont un cadre qui fit, ben là je décide d'aller me réincarner. Ce n'est pas que de cette façon que ça se passe. Par contre, si on parle réellement, oublions le phénomène de réincarnation, parce que ce sont des théories. Moi, je sais des choses là-dessus. Vous en savez peut-être. Vous avez peut-être des croyances là-dessus, mais ça n'avancera rien dans l'évolution de l'homme de parler de quelle façon ça se fait dans le monde des morts. Si on va savoir plus, je tenais avec ça, mais je veux plus perdre de temps à répéter certaines choses. Et alors donc, j'ai déjà fait une conférence sur la réincarnation qui l'explique clairement, un point de vue. Une fois que l'être humain est vivant, qu'est-ce qui se passe? Les parents éduquent les enfants à ce que les enfants les traitent d'une certaine manière, à leur insu. Les parents bâtissent les enfants, donc choisissent les enfants. Et les enfants éduquent les parents à ce que les parents les traitent comme les enfants veulent, inconsciemment. Alors, ce qui fait que parce que tu as laissé faire ton enfant 20 fois telle chose, quand tu t'écœures qu'il fasse, ben, il est trop tard. Tu l'as éduqué. Tu l'as dressé à le faire. Puis là, à un moment donné, quand ça fait 20 ans que tu es avec, tu te demandes qu'est-ce que tu fous que cet enfant-là. Alors, vous l'avez choisi, c'est-à-dire que vous l'avez bâti. Puis vos enfants vous bâtissent. Là, il y a un choix réel. Mais il est évident que vous n'irez pas dans la conception de l'enfant. J'explique suffisamment clairement des mécanismes qui vont être appliqués dans l'avenir. Ceux qui étaient là à la conférence, ceux qui l'ont entendu sur cassette, peuvent évidemment voir que c'est intelligent. C'est pas des philosophies, des théories. C'est clair, c'est évident. Alors, à un moment donné, les parents vont être capables de fournir un corps physique adéquat à ce que ce qui vient se réincarner dedans soit adéquat. Mais lorsque nous avons des enfants un peu n'importe comment, notre matière physique est dans un certain ordre, notre matière vitale dans un certain ordre, notre matière psychologique dans un certain ordre, eh bien évidemment, on a un enfant qui va être le relégat de ce qui se passait dans les deux entités qui se sont fusionnées pour avoir l'enfant à cette époque-là. Mais 5 ans après la naissance de l'enfant, vous vous transformez, il ne se transformera pas, lui. Il a sa vie à faire, avec les outils que vous lui avez donnés au début. Évidemment, attendez pas d'être parfait avant d'avoir les enfants. Vous risquez d'être mort, puis les autres ne pourront pas vous enfanter. Alors donc, c'est pas une raison. Mais les enfants ne choisissent pas par psychologie comme l'antique enseignement de la réincarnation tend à vouloir l'enseigner, où vous avez à un moment donné un repos dans le monde des morts, où vous allez, après avoir revécu votre vie, la phase purgatorielle, voir vos erreurs. Si vous verriez vos erreurs, faites-moi confiance qu'en revenant sur la planète Terre, vous ne les recommetteriez plus. C'est pas tout à fait ça qui se passe. Et à un moment donné, le corps qui vient au monde, qui est tributaire de la génétique physique du père et de la mère, de la génétique vitale du père et de la mère, et ainsi que psychologique et mentale, a des possibilités d'être éduqué comme les parents. Donc, il peut devenir semblable aux parents, mais il a les possibilités seulement. Cela veut dire que si vous avez un corps physique en parfaite santé à l'époque où vous enfantez, un corps vital en parfaite santé, un corps psychologique en parfaite santé, je passe vite parce qu'on a déjà énuméré là-dessus, eh bien évidemment, vous allez créer un être physique qui pourra recevoir des énergies réincarnationnelles ou réincarnatives, des énergies qui seront en correspondance vibratoire, donc seront en attraction, en amour avec ce corps, et il y aura donc, si on a un corps physique évolué, un être humain évolué. Et ça dépend des parents. Alors, par attraction vibratoire, vous choisissez vos amis. Ça clique, vous décidez que vous allez ensemble. C'est la même chose au niveau des enfants. Les enfants sont des entités dans le monde des morts qui sont pluralitaires. Ce ne sont pas que des âmes. Il y a aussi des esprits qui sont beaucoup supérieurs à l'âme et qui, à un moment donné, vont être attirés par une forme de corporalité qui tend à se créer. Et selon le couple, il y aura donc une création particulière, il y aura un enfant particulier. Mais ce n'est pas tout. Il y a la génétique qui donne le critère d'évolution de l'enfant et de la race humaine, et il y a le milieu.
Et le milieu, c'est le cadre d'évolution. Donc, si on a un mot dit bon véhicule, on a quelque chose dedans qui est extraordinaire, placé dans un cadre d'évolution aberrant, on risque d'avoir un résultat aberré. Lorsque un être se réincarne, il est attiré par le corps physique et non pas par le cadre social. Et c'est important. On va avoir des génies qui naissent dans des familles pauvres. On va avoir des imbéciles qui naissent dans des familles heureuses. Et c'est le cadre physique qui attire et non pas le cadre social. Alors automatiquement, l'enfant choisit pas psychologiquement, il dit pas je vais là, il est attiré là. C'est un choix fait par attraction, ce qu'on appelle l'amour. Et les parents peuvent d'une certaine façon coordonner. On sait présentement que les parents peuvent avoir des relations sans avoir d'enfants, peuvent avoir des relations et décider assez précisément du sexe de l'enfant. Donc, évidemment, s'ils ont un garçon, c'est faux de dire que parce qu'une entité féminine s'est réincarnée dans un corps de garçon, il est tapette ou homosexuel. Il y a un problème hormonal, endocrinien, qui n'est pas réglable présentement, qui pourrait être réglé si intelligence il y aurait de le régler. Mais ce n'est pas un mécanisme de réincarnation d'une femme qui se réincarne dans un corps d'homme et qui tombe en amour avec les hommes parce qu'en réalité, elle aurait été une femme. Ce n'est pas de cette façon que ça se passe. Alors donc, l'enfant choisit par attraction, non pas psychologiquement, et les parents ont une certaine forme, disons, de possibilité de créer un corps physique qui permettrait à un enfant, à une vibration, de mieux s'exprimer par l'intermédiaire du corps physique. Votre inspiration vient de la voie du centre, la voie de l'équilibre. Il doit y avoir au moins deux autres voies, une supérieure et une inférieure. Pouvez-vous nous en parler? Puis, deux autres questions se fondent ensemble, là. Pourquoi serait-il préférable pour nous d'être imprégnés par l'énergie de la voie du centre? Vos ajusteurs de pensée appartiennent-ils tous à la voie du centre? Disons que je vais clarifier immédiatement le fait de la voie du centre. Mon inspiration ne vient pas de la voie du centre si nous parlons, par exemple, de la voie enseignée par Bouddha, par Lao Tzu, par Confucius. La voie du centre, qu'est-ce que c'est? La voie du centre, la réelle, la nouvelle, c'est que présentement, l'homme a un ego. L'homme est identifié chez lui. Et dans cette identification égoïque, il y a une perception polarisée, duel de l'univers. Donc, il y a le bon, il y a le mauvais. Et la voie du centre, tant enseignée, tend à dire à l'homme polaire, à l'homme polarisé, qu'il devrait unir les deux polarités. Mais en unissant les deux polarités, on ne tombe pas dans la voie du juste milieu ou dans la voie du centre. Il y a un autre point de vue qui n'est pas la fusion entre le bien et le mal, entre le haut et le bas. Il y a un autre point de vue, disons, dont les ajusteurs de pensée relèvent, qui est un autre point de vue. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... C'est un état, disons, qui a déjà été vocalisé, où vous n'êtes plus heureux, où vous n'êtes plus malheureux, où vous êtes mieux. Et si on parle un peu, essayer de définir cette troisième conscience, ce troisième point de vue, qui n'est pas une voie du juste milieu, parce qu'il ne détruira jamais l'intuition et l'intellect, cette polarité visuelle planétaire. Vous allez continuer à trouver des choses belles. Peut-être que pendant un bout de temps, vous allez continuer à trouver des choses laides. La différence, c'est que vous n'en souffrirez plus. Vous ne désirerez plus non plus voir des choses belles et ne pas voir des choses laides. Et ce n'est pas la voie du juste milieu. La voie du juste milieu, cet ensemble, ce chemin entre les deux, a été intelligent dans une étape d'évolution de l'humanité parce que l'humanité ne pouvait pas comprendre. Donc, on essayait de parfaire l'ajustement entre l'intellect et l'intuition, entre ces deux polarités visuelles, le bien et le mal. Tu ne dois pas faire ni le bien et tu ne dois pas faire ni le mal. Tu ne dois pas aimer les autres et tu ne dois pas les haïr. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Rien. Ben, on ne peut pas expliquer mieux. Qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert? Pas grand-chose. À un moment donné, vous allez avoir un autre point de vue. À un moment donné, vous allez comprendre. Vous allez vous ajuster. Alors donc, les ajusteurs de pensée n'appartiennent pas à la voie du centre dans le sens d'une fusion, une synthèse.
Ce n'est pas une synthèse entre la thèse et l'antithèse, c'est quelque chose d'autre, qui vous donne une vision d'ensemble du bien et du mal, et qui vous donne la compréhension de l'intelligence du bien et du mal. Le bien et le mal, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est intelligent, c'est nécessaire, c'est utile. C'est pas bien, c'est intelligent. Mais on ne peut pas avoir ce troisième point de vue en restant dans la polarité que c'est bien, bon ou mal, mauvais. À un moment donné, on va dire, ce qu'il fait, il crée du tort. À lui, à elle. Mais il faut que ça se fasse. Et ce que lui fait, il fait le bien. Mais il faut que ça se fasse. Et moi, je ne veux pas faire le bien, je ne veux pas faire le mal. Je fais ce qui doit être fait. Et ce n'est pas la voie du juste milieu qui bannit le bien et le mal. C'est une nouvelle conscience qui donne l'intelligence du bien et du mal. Et c'est différent. C'est ce que l'homme a déjà eu, ce que l'homme a perdu. C'est nécessaire. Alors donc, je ne suis pas inspiré par la voie du juste milieu, par la voie du centre. Je parle parce que je vois clair, je vois l'intelligence de ces deux côtés. Et je vois aussi l'intelligence de cette fusion évolutive entre le bien et le mal qui a inspiré, disons, plusieurs grands parleurs. Si on vient à la famille, dans le sens que, bon, des dictons qu'on disait avant, on lave notre linge sale en famille, est-ce que dans la nouvelle famille, ces choses-là vont être aussi d'actualité?